tellement rare que, en fait, ah, il y a tellement d'exceptions que, effectivement, le périmètre, c'est quasiment ne jamais mettre de nom de personne ou de données identificatoires qui permettent de cibler une personne en particulier dans ce qu'on appelle un jeu de données. Un jeu de données, c'est donc un ensemble de données. Je vais vous montrer quelques exemples plus tard. Donc voilà, conforme. Donc les deux stratégies Open Data et protection des données personnelles se complètent. Alors on peut, donc ça fait partie des exceptions, on peut publier des données dites de façon personnelle, mais il faut qu'elles soient anonymisées, c'est-à-dire qu'effectivement, ce ne soient pas les vrais noms qui soient divulgués dans ces jeux de données-là. Ghislain, je dispose de combien de temps pour voir à peu près ma progression Alors, je pense que ouais, jusqu'à 17, ça dit 18 chez Oui, toi? à 18 chez moi? Ok, ça marche. Donc, alors, toujours qu'est-ce que l'open data? Donc, tout ça est quand même un peu coordonné par ce qu'on appelle l'association Open Data France, qui met, nous, pour les collectivités territoriales, donc locales, ce qu'on appelle le socle commun des données locales. C'est-à-dire que là, ils mettent à disposition des schémas. Pareil, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec ça, c'est-à-dire qu'ils donnent des formats pour publier, comment publier une délibération. Donc, une délibération, c'est le conseil, ça peut être un conseil municipal, ça peut être le conseil régional, etc., qui donc, fait des délibérations. Ils donnent un peu qu'est-ce qu'il faut mettre en fait dans les colonnes, donc la date de la délibération, donc quel conseil, son sujet, etc. Donc voilà, tout ça est normé par ce qu'on appelle les schémas. Et ces schémas-là donc concernent jusqu'à aujourd'hui les marchés publics, je vous en ai parlé tout à l'heure, les délibérations, les subventions, l'emplacement des bâtiments publics. Donc pareil, qu'est-ce qu'il faut dire pour un bâtiment public? Peut-être évidemment son adresse, mais éventuellement sa surface bâtie, le nombre d'étages, etc. Donc tout ça est plus ou moins harmonisé. Pour quelles raisons? Donc l'état civil, pardon, donc voilà, combien de naissances, combien de décès, etc. sur un territoire. Euh, et puis en discussion, les menus des cantines scolaires, la restauration et la restauration collective et les événements qui se passent donc ça peut être un festival, ça peut être différents événements, une course, un marathon, etc. Donc voilà, tout ça c'est des événements et pareil, ils donnent des standards sur comment les décrire en fait. Euh, oui, alors Euh, pourquoi je vous parlais de ça? Donc, ce socle commun, donc nous, évidemment, on se l'approprie et on fait en sorte que nos données soient publiées dans ces formats-là. D'accord. Donc, alors, pourquoi tout ça? Eh ben, ça permet de. Alors, pourquoi est-ce qu'on met sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, toutes ces données-là? Ben, ça permet à des développeurs d'accéder directement à des données depuis leurs applications. Euh, donc, par exemple, sur le transport en temps réel, ben, ils peuvent, donc Île-de-France Mobilité qui gère en fait tout le réseau de transport sur la région Île-de-France. Avec ça, ben, ils permettent d'avoir des données et les répercuter en temps réel sur leurs applications pour voir s'il y a des bouchons, etc., etc. Alors, il ne faut pas juste les publier comme ça, il faut aussi les accompagner, si possible, de ce qu'on appelle des data visualisations. Je vais vous donner des exemples après. Des infographies, des simulations, on appelle des progressions, des progressions sur le temps, etc. Ça permet effectivement de dynamiser ce portail-là, donc le portail Open Data, une compréhension par tous, parce que c'est quand même mieux d'avoir une progression, une infographie, plutôt que d'avoir juste un tableau de type Excel. Hein, ça ressemble à ça, hein, en vrai, les données quand elles sont formatées au format CSV. Donc, qu'ils soient un peu plus compréhensibles et évidemment, ça attire du monde, donc une meilleure audience sur ces données-là. Les données peuvent être donc destinées à une simple consultation, elles peuvent être utiles à faire de la médiation, donc à les croiser avec d'autres données, ou alors destinées à, pardon, que je voulais faire, ou alors destinées à des applications, je disais tout à l'heure, ou alors des données un peu plus spécialisées.
Alors, ça a été une grande culture de changement, l'open data, quand c'est arrivé en France, parce que les administrations, notamment, n'avaient pas l'habitude de partager en fait leurs données. Donc, il y a eu tout un accompagnement des agents de l'État public, de l'État, pour suivre ce changement culturel, excusez-moi du S, voilà, qui est mal positionné, et institutionnel. Ça remettait un peu ça bousculait un petit peu leur façon de faire d'avant, qui était effectivement de noter tout dans des fichiers et de les garder sur leur ordinateur. Donc il fallait conduire le changement au sein des services. Voilà, et il faut que la direction, en l'occurrence la région de Grand Paris Sud, puisse dire allez, il faut y aller. J'ai pas envie d'aller sur les autres points parce que effectivement, je préfère aller sur d'autres points plus intéressants, mais comme vous aurez après la présentation, ça devrait aller. Un exemple très simple de ce que c'est qu'un projet open data ouvert à tous, c'est enfin, en tout cas qui est ouvert à une communauté de gens, c'est l'OpenStreetMap, par exemple. Si vous connaissez ce jeu, c'est l'équivalent du Wikipédia pour les données géographiques en fait. Donc OpenStreetMap, c'est un organisme qui n'est pas du tout centralisé. Hein, il n'y a pas de comité, il y a pas de siège social pour cette entreprise, mais c'est des volontaires et un software, donc la possibilité de renseigner, et donc de faire ce qu'on appelle du crowdsourcing, donc de ramener la donnée via les citoyens, qui va indiquer, ah, ici, il y a un nouveau bon public, ici, il y a un lampadaire qui a été positionné, etc. Et donc, c'est le reflet, c'est l'équivalent de Google Maps, que vous connaissez sans doute, mais en version communautaire et libre. On n'est pas sur un acteur privé qui peut s'en saisir pour mettre effectivement des commerces, en faire mettre un certain nombre de choses. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce qui est dans l'espace public et comment le répertorier. Et c'est un outil qui permet à toute la communauté, toute personne qui veut participer, d'enrichir la carte, en fait, la carte de la rue, comme on dit. Voilà un exemple concret de ce que une application d'open data sert. Et ensuite, bah, toutes les applications peuvent l'utiliser comme fond cartographique pour mettre pour positionner ces points, pour faire des cartographies, etc. Donc, je vais résumer ça rapidement ce qu'on appelle les 10 commandements. Je suis désolé pour la référence biblique autour de ça. Donc, l'open data, ça permet de construire une vision stratégique, parce que je vais vous montrer tout à l'heure que ça permet aussi de voir où on en est, à quel point, combien il nous reste à faire sur un sujet en particulier, sur n'importe quel sujet. Ça permet de choisir des données à décrire en fonction de la stratégie. Donc, on peut choisir de plutôt décrire et mettre en open data tel type de données plutôt que tel autre type de données. Donc, on peut faire une hiérarchisation de la donnée. Préférer la qualité à la quantité, hein, parce qu'effectivement, ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Hein, on n'invente rien en disant ça. Pouvoir construire et animer des projets en collaboration. Donc, ça permet de créer des partenariats aussi avec public-privé. Nous, on récupère des données du privé et puis on en donne au privé et ça permet de construire comme ça des projets en commun. Avancer par étapes, hein, donc ça c'était vraiment la préconisation de départ, c'est-à-dire que pour ouvrir les services, on les ouvre au fur et à mesure, on ajoute les données au fur et à mesure qu'on les a. On n'attend pas d'en avoir une certaine quantité pour commencer à les ouvrir. Dès qu'on a des données qu'on suppose être propres et d'intérêt public, il faut y aller et il faut les publier. Alors, les publier, essayer de mutualiser au maximum les plateformes pour pas que chaque territoire achète ou maintienne sa propre plateforme. Donc, sur le territoire français, il y a ce qu'on appelle le data.gouv.fr, qui est donc la plateforme nationale sur laquelle toute collectivité ou tout organisme public a la possibilité gratuitement de l'utiliser comme plateforme. Nous, on a choisi autrement. On a choisi une autre plateforme qui vient d'une société qui s'appelle Open Data Soft. Et par contre, on l'a mutualisé avec les 23 communes. C'est-à-dire que on ne fait pas que publier nos données qui concernent l'agglomération, mais également on outille les 23 communes, non, 18 plus précisément, parce que pareil, il y a des très très petites communes qui ne sont pas obligées, parce que la loi a été assez
assez intelligente pour ne pas obliger les toutes petites qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir une politique d'open data. Donc, c'est un certain nombre d'habitants, un maximum. Hein, je crois que c'est 3500. Au-delà de 3500, la commune est obligée d'avoir son espace open data. Donc, nous, on l'a mutualisé avec les 23 communes. C'est-à-dire que les données que nous, on récupère, on peut comme ça les infuser dans les 23 communes, dans les 23 sous-domaines, c'est comme ça que ça s'appelle, et plus les données que les communes elles-mêmes souhaiteraient publier de façon, elles sont tout à fait libres de publier leurs propres données. Documenter et structurer les données, mais ça c'est vraiment, la base de tout travail, quel qu'il soit, tout projet, hein, toujours avoir la documentation. Alors, il ne faut pas qu'une fois qu'on a publié son jeu de données, on se repose sur ses lauriers en se disant c'est bon, c'est fait. Les données évoluent, donc il faut les accompagner, les entretenir, les enrichir, les mettre à jour. Voilà. Favoriser les réutilisations. Bah, effectivement, si vos données restent telles quelles, elles sont vite consultées par les personnes, et puis en plus, après, on passe à autre chose, ça ne sert à rien, en gros. Il faut que les données puissent être téléchargeables, récupérables proprement et réutilisables dans d'autres contextes. Et puis, sensibiliser, former les agents à la production et la réutilisation de ces données. Eux-mêmes doivent être réutiliser les données de leurs propres services ou des services à côté. Donc, on va dire le service de l'eau peut avoir besoin d'un certain nombre de services qui viennent de l'aménagement du territoire, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça va marcher avec ça. Donc, je vais vous montrer très, très rapidement le catalogue de données tel que nous l'avons. Donc, alors, ça a l'air de marcher, hein, ça a l'air de fonctionner. On va dire oui, très bien. Le temps que ça arrive. C'est bon pour vous? Vous voyez donc l'écran? C'est bon? Ghislain, si oui, tu fais juste, tu hoches la tête. Vous n'êtes plus sur la slide. Ah bon? Allô? Ghislain, vous n'êtes plus Oui, sur la slide là. oui, Vous êtes allô, sur, oui. c'est marqué explorer, visualiser, contribuer. D'accord. Donc ça, c'est le site de l'Open Data de Grand Paris Sud. Et donc, on l'a pensé avec trois, comment dire, sous la forme d'un triptyque. Hein, donc, explorer des données, les visualiser et contribuer aux données. D'accord. Donc là, vous reconnaissez les 23 communes de Grand Paris Sud que je vous ai montré tantôt. Donc, le catalogue de données, voilà de quoi il est composé. Alors, alors, ici, vous allez en voir plus parce que je suis ce qu'on appelle en back-office. Mais tous les jeux, vous en voyez 66, pardon. Mais en fait, en réalité, en public, il y en a moins. D'accord. Donc, vous avez un peu la primeur de voir un peu ce qui se passe derrière. Alors, pourquoi il y en a plus? Bah, parce que c'est des données qu'on n'a pas encore finalisées et donc on ne publie pas encore. Mais certaines parmi celles que vous voyez déjà sont déjà publiques. Donc, si vous allez sur il est assez bien référencé data.grandparissud.fr tout attaché, et ben vous tombez sur le site tel qu'il est là. Bah, ça peut être je vais en montrer donc format tabulaire et donc ah ok. Je suis assez interrompu par cette voix qui dit recording in progress, un peu embêtant. Donc toutes ces données-là donc sont publiques et exportables hein, sous différents formats, hein, au format CSV pour les données tabulaires, au format JSON, ou alors quand c'est des shapes et des GeoJSON pour les petits fichiers géographiques. En l'occurrence, là, c'est un fichier géographique. Donc, on peut avoir une carto. Ah bah, non, là, je suis pas très content. Parce que mon exemple n'est pas très bon. Normalement, ça doit arriver directement là-dessus. Il y a quelques points qui sont tout en haut de l'Europe du Nord. Je pense que c'est une erreur.
Donc là, ce que je peux vous montrer, c'est effectivement ce qu'on appelle des chambres télécom. Pour faire tirer la fibre optique sur notre territoire, bah, il faut des intervalles entre chaque, ce qu'on appelle des chambres, et puis après, ici, on a des artères. Donc, une chambre télécom, bah, voilà. Donc ça, on est sur un territoire, sur notre territoire, là, sur une commune en particulier. Je vais vous dire laquelle tout de suite. C'est la commune de Savigny-le-Temple. Et donc, on a un certain nombre d'informations sur cette chambre en particulier, notamment ce qu'on appelle son masque de chambre, c'est-à-dire que les endroits où il y a encore de la place pour mettre de la fibre, et là où il y a déjà, où il y a déjà la fibre. Alors ça, c'est très utile pour les techniciens, évidemment pas pour les usagers, hein, de savoir où est la chambre, mais le technicien qui vient d'un opérateur de fibre optique quelconque, bah, il sait exactement où sont les chambres et qu'est-ce qui est disponible comme espace. Et il y a aussi les tronçons, mais je ne les ai pas mis là-dessus pour ne pas alourdir un peu la présentation. Alors, je reviens donc ça, c'est explorer les données. Visualiser, alors à partir de ces données-là, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation, il y a quand même un certain nombre de données qui peuvent être agréablement, j'ai envie de dire, montrées plutôt que du tabulaire ou une cartographie, avoir une espèce de déroulé. Donc, par exemple, avoir une belle cartographie sur l'alimentation locale sur notre territoire, où on va avoir effectivement, donc là, vous reconnaissez un peu notre territoire, on va avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des commerces de proximité et avec aussi qui font de ce qu'on appelle le circuit local de l'alimentation, c'est-à-dire que la chose est produite à moins de 50 km de l'endroit, il n'y a pas un transport interpays ou qui vient de fin fond de l'Europe, etc., etc. Voilà. Donc on peut mettre en avant des choses de ce type-là. Évidemment, il y a la possibilité de filtrer les données. Là, donc on choisit, si je cherche tous les apiculteurs sur le territoire. La carte se met à jour. Mais il faut que je la descende. Un peu pénible. Hop. Euh, voilà, il se met à jour. Où je prends tous les restaurants, etc., etc. On peut choisir aussi sur un territoire particulier. Donc ça, c'est les villes de Grand Paris Sud, hein. On peut aussi restreindre et faire le filtre là-dessus. N'importe qui peut, ah voilà, c'est ça que je cherchais. Toute personne peut contribuer, donc signaler qu'il manque quelque chose à cette carte. Alors, je vais peut-être enlever le filtre parce que on aura une vision plus globale. On peut donc signaler un manque, quelque chose, ou avoir vérifié que dans sa rue, il y a quelque chose de local mais qui n'a pas été présenté. Et donc là, on met la possibilité de contribuer, d'accord? On va accéder à un formulaire ici, et après, ben, on signale à tel endroit, à telle rue, il y a ce cycle-là qui manque. Ensuite, nous, ben, on prend ou pas en considération cette information. Si on vérifie évidemment si elle n'est pas erronée, et puis comme ça, on complète un jeu de données quelconque. Et on a toujours la possibilité d'aller vers les données sources qui donc ont permis de construire cette carte. Toujours avoir la source de vérité qu'on peut, pareil, télécharger, exporter euh, ou attaquer via une API avec un programme. Et donc là, on donne le schéma de programme qu'il faut attaquer. Dans ce qu'on appelle les pages éditorialisées, donc ce qu'on appelle donc visualisées, il y a donc plein de choses, hein. Ça peut être aussi des arbres, les parkings vélos, la fibre optique, où est-ce que c'est déployé, à quelle adresse et quels sont les bâtiments qui sont fibrés ou pas. On peut mettre des choses aussi autour de la culture, hein. Ça, c'est par exemple la collection de jouets qui ne sont pas visibles au public, mais que du coup on rend visible via l'open data, puisque c'est une collection qui est trop abîmée pour être mise en public. Donc ça, c'est un écomusée qui s'appelle l'écomusée de Savigny-le-Temple. Et donc, on peut donner accès à des choses culturelles. C'est des jouets, c'est des vieux jouets en fait en bois qui ne sont pas encore restaurés et donc qui sont un peu pas visibles tels quels. Donc voilà, on peut aussi voilà, virtuellement comme ça présenter des choses. Et on a une des choses, c'est alors quand je vais cliquer sur cette chose-là, vous allez voir que ça va bouger.
Ça va, voilà, ouais, les choses se mettent à jour automatiquement. Donc, on met un certain nombre de ce qu'on appelle des indicateurs sur le nombre de kilomètres de pistes cyclables sur notre territoire, le nombre d'entreprises en termes de variation, c'est-à-dire combien ont été créées sur l'année et combien ont été radiées. Donc là, on est un bilan positif, on est à plus 84, mais on peut être en négatif. Le pourcentage de logements éligibles à la fibre optique, la qualité de l'air est moyenne. Quoi d'autre? Le nombre de places vélo aussi. Le budget, le montant du budget voté sur l'année précédente. Le budget de 2023, il est en train d'être euh, harmonisé pour être publié donc en début d'année prochaine. Donc là, on a le budget de l'année dernière, etc., etc. Ces données-là, comme vous les avez vues, elles se sont construites ou calculées au moment où j'ai ouvert la page. C'est-à-dire que dans, si ce budget-là bouge dans le jeu de données, ça va être répercuté ici. De la même façon, si on a, alors ici, c'est effectivement les élus locaux, ils ne bougent pas trop, hein. C'est sur 4 ans, c'est sur 5 ans, une mandature de 5 ans. Mais imaginons ici le kilométrage ici de pistes cyclables augmente, eh bien, ça va s'augmenter. Pourquoi? Bah parce que chacune des cellules que vous voyez ici, et qui sont accessibles pareil au public, à tout le monde, hein, même vous de là où vous êtes, vous pouvez y aller, c'est qu'on a toujours la source de vérité. Donc, quand on clique dessus, on a le jeu de données en question qui a permis de calculer via cette colonne-là, donc longueur de la piste, doit être quelque part là, ben, en somme sur, voilà. Donc, sur cette colonne-là, il y a donc le nombre de mètres, hein, c'est pas des kilomètres, sinon c'est fou, mais voilà. Quand on somme tout ça, eh bien, on tombe sur, non, pardon, c'est des kilomètres, c'est plutôt des kilomètres. Quand on somme toute cette colonne-là, eh ben, on tombe sur le chiffre que je vous ai montré, sur le nombre qui a été recalculé. Voilà. Donc ça, donc je reviens à la présentation. Donc ça, c'est un tour rapide de ce que c'est qu'un producteur de données, ce qui permet d'exposer au grand public, aux acteurs digitaux, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, tout ça peut être aussi récupéré de façon automatique par des entreprises pour en faire de la valeur ajoutée. En tout cas, nous, le secteur public, nous le mettons gracieusement, et c'est le- c'est l'idée même de l'open data. Voilà. Donc, je reviens à la présentation. Hop. Donc, je vais aller rapidement sur certaines choses. Je regarde l'heure, il est 18h01, donc je vais aller très rapidement. De toute façon, je suis quasiment à la fin de. Euh, Ça, c'est un peu l'origine de comment on a fait, mais tout ça, je pense vous l'avoir dit, hein, donc des briques servicielles pour les services de Grand Paris Sud, mais aussi pour les 23 communes, enfin 18 des 23 communes de Grand Paris Sud. GPS, c'est le petit nom, hein, de Grand Paris Sud, hein, GPS. Euh, donc, les axes de travail qu'on espère avoir justement là-dessus et qu'on s'attelle à avoir, c'est améliorer le quotidien des usagers du territoire, accélérer le développement économique, parce que ça, encore une fois, je vous ai dit, ces données-là génèrent. Je vais peut-être me mettre en. Pardon, excusez-moi, je vais me mettre en full Ah, écran. Pardon. Euh, L'idée, c'est aussi de faire de l'innovation en cherchant des fonctionnalités innovantes. On peut s'inspirer aussi de ce que font les autres, hein. C'est pas interdit. Mais aussi, on travaille aussi avec des labos pour comment optimiser le rendu ou justement la compréhension de la donnée brute. Voilà. Alors, chose importante, c'est qu'effectivement, la donnée, une fois qu'elle est dans la nature, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même qu'on en soit responsable, c'est-à-dire qu'on a une espèce de gouvernance de la donnée. La donnée telle qu'on la publie, c'est estampillé ou c'est sous le sceau de l'agglomération, c'est-à-dire qu'elle est réputée vraie par l'agglomération. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure au tout début, l'idée c'est que tout le monde puisse s'en saisir. Sauf que s'il la modifie, du coup, ça devient de leur responsabilité, ce n'est plus de la nôtre. Donc, cette idée d'ouverture, de dire bah, cette donnée a été publiée sous le sceau d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, c'est très important à garder.
Donc, cette idée de gouvernance et d'appartenance, ou de dire ou de l'origine de la source de la donnée, doit toujours être traçable. Du coup, on constitue ce qu'on appelle un tiers de confiance pour les services publics. Voilà, les villes s'appuient sur nous pour les aider. Ensuite, nous, on remonte un certain nombre d'informations sur une plateforme régionale. Je vous ai dit, nous, on a un sous-territoire de l'Île-de-France. On remonte aussi sur une plateforme de toute la région Île-de-France qui s'appelle Île-de-France Smart Services, ISS. Et on permet comme ça également à Open Data France d'être au courant de ce que nous, on fait aussi pour le partager avec d'autres territoires sur toute la métropole et aussi dans les territoires d'outre-mer, métropolitains et d'outre-mer. Voilà, mes missions de façon concrète, mais je vais très vite arriver là-dedans parce que j'en ai déjà parlé. En fait, l'idée, donc, effectivement, c'est que moi, je gère une communauté de contributeurs. Je fais en sorte que, d'abord, je les identifie, ensuite, je les accompagne pour amorcer juste le processus, puis après, je les laisse libres de l'alimenter. Donc voilà, j'essaie de valoriser les données en disant, bah, ça, c'est peut-être que cette donnée-là, plus cette donnée-là, je peux les agréger pour en faire une carto, comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, pour les commerces dits locaux sur notre territoire, etc. Et je me fais aussi beaucoup de vulgarisation et de relais de la veille de ce qui se fait dans les autres territoires ou ce qui se fait dans la recherche et développement grâce aux différents séminaires ou autres conférences et autres présentations où je vais. Voilà, donc un exemple, je l'ai donné tout à l'heure en fait, hein, les indicateurs GPS, ça c'est un exemple de ce qu'on appelle une réalisation que nous on fait en back-office mais qu'on permet de montrer pour la transparence de la vie publique à l'extérieur. On peut aussi mettre des choses comme le tableau de bord des tickets de sollicitation. Alors, tout ça est cliquable, hein, donc je vais aller rapidement. Voilà, je pense que comme ce sera distribué, vous pourrez aller directement dessus. Je ne vais pas aller plus loin. Et on fait aussi des missions de type service, c'est-à-dire que là, par exemple, j'aide en fait, ce qu'on appelle du travail de crowdsourcing. Par exemple, on a mis en place des formulaires pour que les usagers puissent déclarer leur bac de déchets quand ils sont cassés, quand ils sont plus, ils ne sont plus, comment dire, suffisants parce qu'ils en font un second ou parce qu'ils sont tout le temps débordés. Ils passent leur commande. Donc ça, c'est vraiment de l'interne, hein, c'est-à-dire qu'on récupère de la demande de citoyens et ensuite, ils font en sorte que ces citoyens-là, on les serve avec soit un nouveau bac de déchets, soit un redimensionnement de ce bac pour en mettre un plus grand, etc. On travaille aussi avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est un peu l'agence qui, qui est issue du ministère des Territoires et qui met un certain nombre d'outils gracieusement à tous les territoires en France enfin, en métropole, mais aussi sur les territoires d'outre-mer. Et donc, moi, je fais la liaison un peu avec cette agence-là. Voilà, en gros. Alors, j'ai un petit peu regardé vers la fin ce qui se fait en Afrique, et je suis tombé sur Open Africa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, le lien est cliquable, hein. Donc, j'ai vu qu'il y avait plus de 7000 jeux de données. Honnêtement, je n'ai pas été plus loin. J'ai vu simplement que c'est très anglo-saxon. Je pense que ça vient beaucoup de, de, de la, de la corne sud-africaine, donc Afrique du Sud et autres territoires au-dessus. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Mais voilà, en fait, il existe un open data africain qui s'appelle Open Africa. Et je vous laisserai l'occasion de regarder si vous êtes intéressé. Voilà, j'en ai fini. Ah, super. C'est fini? Oui, Oui. c'est ça. J'en ai fini la présentation. OK. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Hassan. De rien.
Oh, ah, ça va, ça Trop va. débordé, hein, je suis désolé. Non, non, tu ne t'es pas. On a eu de retard aussi, donc. Ouais, on peut prendre quelques questions, hein, s'il y en a. Évidemment. Si, si, si. Vous avez des questions? Oui. Bon, Euh, j'espère que je n'ai pas été trop dense. si, il y en a, il y en a. Voilà. Bonjour, Monsieur Cherfi. Merci pour cette présentation. Alors, les data, on en parle, les open data, on en parle toujours. Oui. Moi, je me souviens qu'en 2014, je crois, il y a, lors de la 69e Assemblée des Nations Unies, on avait parlé de l'open data, notamment les gouvernements qui sont qui adhèrent à ce qui est l'open data, donc l'open data pour une gouvernance ouverte. Et j'ai vu que l'appel qui a été lancé, ce ne sont pas tous les gouvernements ou les pays qui ont vraiment adhéré. Et il y avait très peu de pays qui étaient encore dans l'open data et parmi lesquels c'est pas les pays qu'on pouvait citer. Alors, je me suis dit, sûrement, c'est la résistance à une raison et elle est fondée sur la sécurité. Donc, comme vous venez de présenter, tout le monde, dans l'open data, tout le monde peut participer, tout le monde peut donner, mais c'est ouvert également, c'est une source, une ressource à laquelle tout le monde accède. Ma question, justement, c'est par rapport à cette sécurité, quelle garantie nous avons de, voilà, que l'open data offre pour ceux-là qui résistent encore, parce que moi, en tout cas, j'entends bien leurs raisons, c'est la sécurité. Est-ce que en donnant ou en laissant ouvert, ouvertes les données, on n'a pas en même temps donné le flanc à des personnes de mauvaise foi, donc de pouvoir les manipuler et arriver à leur fin? Merci. Ok. Merci pour votre question. En fait, il y a, il y a, c'est pour ça que je parlais de gouvernance de la donnée vers la fin. Là, j'ai peut-être été un peu rapide, mais c'est l'occasion d'en reparler un peu plus. C'est que la réutilisation, l'organisme en question n'est plus responsable de la réutilisation. Il est responsable de la véracité des données qu'il met en ligne. D'accord. Donc, quiconque réutilise ces données-là, c'est à son propre, enfin, comment dire, il en devient responsable. Donc, pour sécurité, non, de toute façon, personne ne pourra changer de l'extérieur les données. Il n'y a pas de, à moins qu'il y ait des hackers, etc. Mais ça peut toujours exister, hein, qui hackent le système. Mais, quand je vous ai parlé tout à l'heure de personnes qui peuvent signaler qu'il y a un nouveau commerce dans sa rue, par exemple, d'accord? Ça ne va pas aller directement alimenter le jeu de données pour ne pas le polluer. Ça va passer dans un SaaS. Enfin, il y a toujours une barrière de sécurité, si je puis dire. Et ensuite, si le gestionnaire de cette donnée-là estime que la personne est de confiance ou que les informations remontées par cette personne-là sont vraies, il va alimenter le système. Mais il n'y a pas d'alimentation automatique depuis l'extérieur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, sur le fait de modifier les données, ça, c'est pas possible. Ça, on garde la main sur cette donnée-là. On l'expose, mais c'est nous qui la publions. Et avec le tampon de la collectivité. Après, derrière, ce qu'en fait la personne, ça, c'est plus notre ressort. Il doit citer la source, mais après, s'il modifie les données, il change le chiffre de 23 en 26, c'est son problème. En fait, si je comprends un peu la préoccupation d'Oscar par rapport à ta réponse, c'est que vous filtrez déjà quel type de données vous publiez sur le site Open Data. C'est-à-dire, Bah oui. vous ne publiez pas des données sensibles. C'est-à-dire, ce n'est pas des données stratégiques que vous allez mettre en Open Data. Non. C'est des données que vous estimez, que les communes estiment d'intérêt à la collectivité publique. Effectivement. Donc, on ne va pas avoir des données sur juste, voilà, des données privées. Plus voilà. les réglementaires pour lesquels on est obligé de les publier. Les délibérations, les associations ou les organismes qu'on subventionne, ça c'est de la transparence de la vie publique. Nous sommes obligés de les publier, celles-là.
D'accord? Ensuite, hormis tout ce qui est obligatoire ou réglementaire, il y a aussi des choses qu'on aimerait qu'on publie, mais c'est nous qui choisissons et surtout sûrement pas des données sensibles. Hein. Évidemment. Tout à l'heure, ça me permet aussi de revenir sur ce point-là parce que je vous l'avais promis, mais dans le déroulé, j'ai oublié de le dire. Donc, tout ce qui est open data, ça ne veut pas dire ouvert à tous les vents. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le closed data et on peut travailler dans un cercle restreint ces données-là qu'on peut partager. Ce n'est pas forcément ouvert à l'extérieur. On peut travailler avec un organisme en particulier, l'organisme de l'habitat, par exemple, sur notre territoire, on partage ces données-là et seulement eux. Donc voilà, il y a aussi cette idée de données fermées, en circuit fermé, pas fermé, mais en circuit fermé, mais partagées. Voilà. Partagé, mais en circuit fermé. J'espère avoir répondu à la question d'Oscar, je ne sais pas trop, et l'avoir tranquillisé. Je pense que oui. Une autre question? Oui. D'abord, merci beaucoup, monsieur, pour votre commentaire évident. Parlant de ces avantages de ces données, j'aimerais savoir si le Panda s'occupe des autres fonctions à part des données numériques. Et en plus, je voudrais savoir pourquoi le Panda n'enregistre pas les données personnelles comme les autres réseaux. Pourtant, vous avez dit au Panda, c'est une donnée ouverte. Donc, voilà mes deux questions. Alors, pardon, la première question, je n'ai pas retenu. Le deuxième, si c'est bon, je vais vous répondre, mais la première, vous pouvez juste la reformuler. D'accord, pas de problème. Disons, la première question est que si Opanda s'occupe des autres fonctions, à part la mise en disposition des données numériques. Ah, ouais. Bah, alors, à quel type de données vous pensez? Bah, c'est pas forcément que des numériques, hein, ça peut être aussi, quand je vous ai parlé du jeu de données sur la présence ou pas des logements fibrés, ben on a l'adresse. Si vous allez sur le site, vous allez voir, hein, on n'a pas que des données numériques, hein, on a aussi des données sur telle rue, à tel numéro de rue, donc le 12 rue de la Gare, par exemple, et ben lui, c'est un bâtiment fibré. Par contre, le 13 ne l'est pas. Donc voilà, c'est pas forcément que des données numériques, si c'est votre première question. Je ne sais pas trop. Hocher de la tête si c'est oui, parce que je vous vois. Si c'est pas ça, je peux recommencer. Dites-moi. Alors, les données numériques dans le sens où il faut les numériser pour le mettre en open data ou dans le sens où les données doivent être le format de la donnée. Disons, je parle du format de la donnée. Ah oui, c'est ce qu'il dit là. Donc, effectivement, il y a des données de tout type. En l'occurrence, il a pris le cas des adresses. 12 rue, je ne sais pas quoi. C'est des données, données textuelles. Qui pouvaient exister dans les... Pas forcément que des données numériques, hein, ça peut être aussi du texte, etc. Quand on publie les délibérations, on donne le titre de la délibération, et c'est du texte, c'est pas du numérique. Oui, une délibération, par exemple, dans une commune, à la fin, il y a une réunion, voilà, à la fin, cette délibération, c'est du texte, un compte rendu, par exemple, à la mairie, pour que les citoyens soient au courant de ce qui a été dit. Ouais. Une réunion, voilà, pendant une délibération à la commune, on publie le compte rendu de ce qui a été dit. C'est un texte dans lequel, effectivement, on met... C'est pas qu'un compte rendu, hein, c'est un peu plus que ça, mais tu peux le voir comme ça, Ghislain, j'ai aucun problème avec ça, mais juste pour préciser, c'est vraiment, ça devient un acte réglementaire, en fait. Ça prend des décisions et ça les rend comment dire, applicatoires. Je ne sais pas comment le dire. Enfin, il faut les appliquer, ces trucs-là. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système des mairies, mais vous avez des tableaux, avant, vous avez des tableaux sur lesquels la secrétaire de mairie venait punaiser la décision au format papier pour que les passants puissent voir effectivement quelles sont les décisions qui sont prises. Là, c'est un peu plus moderne, j'ai envie de dire. Voilà, on peut cliquer, on peut aller sur le jeu de données, on peut sur la délibération de telle date avoir le texte complet sans aller avoir. On a tout l'historique en plus de toutes les délibérations et les décisions qui ont été prises. Voilà, ça c'est pour la première question. La seconde, vous avez dit, c'était, je l'ai oublié, mais la deuxième question. Deuxième question. Disons, la deuxième question, je dis, je voudrais savoir pourquoi elle n'enregistre pas les données personnelles comme les autres réseaux.
Pardon, la communication est très mauvaise. Personnel comme les autres réseaux. Pourquoi OpenData n'enregistre pas les données personnelles comme les autres réseaux? Comme les autres réseaux. Comme Ah, les données dans les réseaux sociaux, c'est ça? Oui. ah, non, mais en fait, il faut pas cibler une personne. Mais c'est dans le cadre d'une chose plus générale qui s'appelle le RGPD. Donc, en anglais, je crois GDPR. C'est une directive sur la protection de la donnée personnelle. Et donc, il y a toutes les données qui permettent de retrouver une personne. Effectivement, le réseau social, c'est que la personne, elle a voulu elle-même s'exposer. Mais là, c'est son problème, c'est sa volonté. Mais nous, on ne va pas faire de listing d'un certain nombre de gens sans avoir demandé leur accord un par un. Donc, plutôt que de faire ça, on s'interdit de le faire. Jamais vous trouverez monsieur, nom, prénom, etc. dans un jeu de données. On va mettre le reste des informations, sauf les informations identificatoires. Et une autre question. En fait, c'est pas tout à fait une question. J'ai quand même envie de réagir sur le point des données personnelles. C'est quand même quelque chose de très important. Je pense que pour nous qui sommes en Occident, on a assez l'habitude d'entendre parler de RGPD. Il faut quand même se dire qu'il n'est pas normal que tous ces réseaux, Facebook, WhatsApp, etc., pompent nos données. Je pèse mes mots quand je parle de pomper nos données. C'est que, ce n'est pas normal. Donc, monsieur qui, de ce que j'ai compris, travaille plutôt pour la collectivité, il faut le comprendre un petit peu comme l'État. Je trouve ça un petit peu rassurant de savoir que quand on a copié la donnée, on n'a pas associé à côté, je m'appelle Christelle, j'étais là, voici mon numéro de téléphone, parce que en fait, quand vous laissez, il faut se dire que quand on laisse ces données personnelles à proximité, au vu au su de tout le monde, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec les lycéennes, c'était de dire, est-ce que vous voudriez que quelqu'un lise les messages qu'il y a dans votre téléphone? C'est personnel. Ben voilà. C'est la même chose, toutes vos données personnelles, ça doit rester personnel. Et en fait, quand on est dans un projet de collectivité comme ce que fait monsieur, c'est plutôt rassurant et on devrait faire un peu plus attention à ce qu'on laisse traîner sur tous ces réseaux qui n'ont qu'une envie de nous pomper nos données. Donc, je voulais juste ajouter ça. Une autre réaction? Oui, moi, à ce niveau, ça me rappelle un peu par rapport à l'événement de Corona. En France, lorsque le gouvernement a voulu utiliser des applications dès que tu ouvres le téléphone, ça capte automatiquement deux ou trois ou toutes les personnes qui se trouvent en entourage. Et il y avait eu des réticences de gauche à droite. Et je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous êtes au niveau de la commune, quelles sont les difficultés que vous avez par rapport à la commune pour le recueil de ces données, qui ne soit pas comme une réticence comme à l'événement de Corona par rapport à l'application que le gouvernement français voulait mettre en place pour vite détecter Ah, vous parlez de tous anti-Covid? Oui. Ça s'appelait comme ça? Je ne me souviens pas qu'elle récoltait des données de localisation. Non, justement, ça s'était fait. Enfin, oui, justement, personne ne voulait de ça parce que il fallait pas qu'elle le fasse. D'ailleurs, elle le fait pas. Je ne me souviens pas qu'elle récupère des données de personnes autour de soi. Oui, alors, effectivement, ça y est, je vois de quoi vous parlez et c'est très bien que vous m'ayez rappelé ça. Si une personne se déclare effectivement comme étant malade, on va retracer son chemin à l'endroit où elle a été. Et effectivement, toutes les personnes qui sont autour sont prévenues, mais de façon anonyme. C'est-à-dire que la personne qui est malade ne sait pas qui était autour de lui. L'application le sait, mais pas les personnes. Donc en fait, il n'y a pas de divulgation d'identité des uns et des autres. C'est juste que la personne est informée par un programme informatique d'ailleurs, mais c'est pas nominatif. Ça arrive sur votre téléphone parce que votre téléphone a borné à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'on sait qui vous êtes derrière. On sait juste que le numéro un tel, on lui envoie un SMS pour dire voilà, vous étiez telle date, vous étiez potentiellement en contact avec une autre personne, mais sans dire la personne, sans donner son numéro, etc.
Donc là, c'est pas, justement, la limite est respectée sur ce que c'est que la donnée privée. Il n'y a pas de dépassement là-dessus. Ouais, je vois un peu le cas. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les informations qui circulent, c'est parce que toutes ces personnes ont la même application et donc le fait d'être borné avec l'ID de ton téléphone, tu reçois la notification parce que tu as aussi l'application installée. Si tu n'as pas l'application installée, on n'a pas on peut pas te renvoyer l'information, la notification. C'est pas comme si on te retrouvait par ton, c'est pas moi, nom, machin, ou ton numéro de téléphone, Ouais. pour finalement On ne sait même pas qui appartient. On sait pas qui appartient à ce numéro. On sait juste que c'est un numéro qui commence par 03, 05, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay. Alors, j'ai aussi une question. Concrètement, si on voudrait transposer un peu, mettre, imaginons, dans la moyenne Guinée ou la basse Guinée, on veut mettre en open data. Concrètement, ça peut coûter combien? Tout à l'heure, tu parlais de mutualiser l'outil open soft. Et en termes de licence, qu'est-ce que ça peut coûter? Quel est le coût derrière d'investissement pour ce type d'initiative? Alors, il n'y a pas que le coût logiciel, hein, il faut aussi mettre des personnes derrière. Donc, pour gérer ça ne marchera pas tout seul, hein, effectivement. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire, notamment en termes encore une fois, si on part de zéro, hein, si on part de zéro, il faut d'abord l'infrastructure, évidemment, effectivement, le logiciel qui permet, celui que je vous ai montré tout à l'heure, ou celui de data.gouv.fr, etc. Donc, il faut l'infrastructure, bien sûr, mais il faut aussi les personnes derrière pour suivre ça. Et pour aussi porter la bonne parole et dire aux gens, bah, notamment si c'est dans une administration, bah, de dire, bah, votre fichier Excel là, que vous avez gardé, etc., est-ce qu'il ne peut pas servir à d'autres services? Peut-être que vous voulez le partager soit en close data, ou alors, est-ce que ce n'est pas un reflet de ce que fait votre administration sur ce territoire? Est-ce que vous n'avez pas envie éventuellement de le mettre en exposition? Donc, tout ce travail de recensement des données, etc., c'est beaucoup, beaucoup de… Enfin, je veux pas… Il faut bien commencer quelque part, hein, je ne dis pas que il faut pas le faire, mais on commence déjà par… et ce que je disais aussi dans ma présentation, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir la perfection, on peut aussi publier des données partielles, mais en mettant bien que ce sont des données partielles qui concernent un sous-territoire ou qui concernent une période, mais pas toutes les périodes, etc. Dès lors qu'on est clair dans le descriptif du jeu de données, parce qu'il y a une partie descriptive qu'on appelle les métadonnées, dès lors qu'on est clair dessus, c'est pas à toi, Alyssa, que je vais pas apprendre ce que c'est que les métadonnées, mais dès lors qu'on est clair là-dessus, il faut le publier, il ne faut pas attendre d'avoir l'exhaustivité, d'avoir la chose complète, etc. Donc, alors pour répondre, alors je ne sais pas trop, peut-être que c'est mutualisé auprès je vous ai parlé d'Open Africa tout à l'heure, peut-être regarder un peu de ce côté-là déjà, s'il n'y a pas déjà l'infrastructure, vous voyez, qui est déjà mutualisée. Encore une fois, je pense que c'est fait pour tout le continent, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout c'est des productions surtout de l'Afrique d'en bas, là, du sud, et peut-être les pays anglophones qui sont au-dessus. Merci beaucoup. Une autre question, c'est ça, Estelle? Petite question. Il m'a semblé au début de la présentation, c'était marqué qu'il y avait 23 communes qui étaient impliquées dans le projet là pour le Grand Paris Sud. Et je me posais la question au niveau de ces 23 communes, quels sont les challenges? Est-ce que vous avez fait face à un peu à des, si je peux dire, comme des réticences concernant le déploiement, la construction d'une telle base de données? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet auquel je pense, c'est que vous avez dit aussi que cette base de données, elle est accessible aux utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que, bon, moi, j'ai noté l'adresse web en me disant, tiens, j'irai voir. Est-ce que, si c'est vraiment le cas, si j'ai bien compris, dans quelle mesure les gens, les personnes lambda, si je peux dire, vont en pratique utiliser ces données? On a des stats, hein, on a des stats sur le nombre de… Pardon, je réponds à votre deuxième question parce qu'elle est plus rapide. Si vous allez sur cette même page-là que vous avez notée, et je vous remercie de l'avoir fait, vous allez voir tout en bas, on a des stats sur les jeux de données les plus consultés, le nombre de consultations, etc. Voilà. Donc on sait à peu près qu'est-ce qui marche pas, si vous voulez.
Alors, on a certains nombres qui explosent en termes de consultation, et parce que c'est des programmes automatiques, en fait. C'est pas forcément des humains derrière. Et je vous le dis, ouais, c'est tout à fait, c'est très bien parce que c'est aussi ça qu'on veut. Hein. Il faut que ce soit aussi automatisé. Voilà, c'est pas forcément un humain qui va venir lire la donnée. Ça peut être aussi un programme. Donc là, comme ils font des appels réguliers, etc., donc, du coup, on a l'impression que c'est des viewers, enfin, c'est des gens qui sont vraiment venus lire la donnée, mais non, c'est des programmes automatiques qui viennent l'aspirer et ils ont tout à fait le droit de le faire. C'est la deuxième question. Et la première sur les réticences. Oui, j'ai un exemple très particulier d'une grosse commune, hein, parce qu'en fait, notre territoire est très disparate. Il y a des communes avec beaucoup d'habitants, très denses, très urbains, et d'autres communes qui sont plutôt bucoliques, avec des champs, etc. Enfin, voilà, très peu d'habitants. Et j'ai l'exemple d'une très très grosse commune où l'équipe municipale de l'époque ne voulait absolument pas entendre parler de ça. D'accord? Il a fallu attendre une élection qui se fasse battre par l'opposition. Donc ça peut venir aussi de tout là-haut, enfin du sommet de la commune. Et dès que la nouvelle équipe municipale s'est mise en place, ben on a fait des choses, on a raccroché le wagon au train, en fait. Voilà, donc oui, ça existe, bien sûr. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'intérêt. Il faut le redire, il faut rassurer. C'est beaucoup de travail aussi psychologique, hein, là-dessus. Hein. Voilà. Et une autre question? Oui, juste derrière. Bon, je ne connais peut-être pas le niveau de restriction, mais j'aimerais juste savoir jusqu'où les services de renseignement ont accès à ces données. Alors, c'est des données publiques de toute façon. Donc, ils auraient accès quel que soit le statut, parce que c'est des données qui sont de toute façon d'intérêt public. Et donc, il n'y a aucun secret dedans. Hein. Enfin, il n'y a pas de données sensibles. Et donc, les services secrets, s'il y en a, ne s'intéressent absolument pas à ces données-là, puisqu'elles sont par ailleurs publiques. Ils peuvent s'y intéresser pour les recouper avec d'autres données, éventuellement, mais pas en tant que telles. Elles ne constituent pas une ressource intéressante pour eux. OK. Voilà. Une autre question? Non? OK, ben on va te remercier, Hassan. Merci beaucoup pour ton temps. Tu nous enverras. Tiens, je crois que j'ai déjà les slides. Je vais mettre sur le site web. Et puis, je viens de voir quelques coquilles dessus. Si ça ne t'embête pas, je te fais une V2. D'accord? Ça marche. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonne soirée de ton côté. Merci. Bonne fin de journée aussi de votre côté. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on est à la fin de la journée. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'intervenant de demain midi qui sera là à 9h, il n'aura qu'une heure, donc je ne sais pas trop. Donc, essayez si on peut être à l'heure. On ne peut pas décaler sa présentation. Donc, ça, c'est la première annonce. Et quelle autre annonce? En après-midi, on va décaler, puisque aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, à 14h, c'est impossible de commencer. On va un peu décaler la présentation de l'après-midi, commencer un peu plus tard, 14h30. Et j'ai demandé un changement de la première présentation. Il avait une réunion, il va le faire à la fin. Et je pense qu'on va essayer de tenir le temps. Je pense que c'est tout. Merci à tout le monde et on se dit à demain.